L'innovation sociale, ce n'est pas de la charité. L'innovation sociale, c'est trouver des solutions à des enjeux importants de notre société. Je suis un ingénieur de profil. J'ai fait mes études du lycée au lycée militaire de Kénitra. Donc c'était à Kénitra. J'ai eu mon bac en 1977. Je suis allé faire les classes préparatoires d'ingénieur au lycée Henri Poincaré à Nancy. Et j'ai été admis à l'école centrale de Lyon. Donc ça, c'est un petit peu la première partie. Après, j'ai fait une première année de doctorat aux Ponts et Chaussées. Puis j'ai abandonné parce que j'ai eu une bourse pour aller aux États-Unis. Donc dès que je l'ai eu, je suis parti à MIT et c'était, je dirais, le parcours le plus impressionnant pour moi. Parce que découvrir une autre façon de vivre, une autre façon de voir les choses. C'est devenu une religion. L'innovation sociale, ce n'est pas de la charité. L'innovation sociale, c'est trouver des solutions à des enjeux importants de notre société qui peuvent être résumés parfois par les objectifs de développement durable. Dans chaque pays en Afrique, nous avons des enjeux qui touchent pratiquement les 17 objectifs de développement durable. Et l'idée pour moi, c'est de trouver des business models qui soient capables de donner des solutions pratiques à l'échelle, c'est-à-dire être capable d'aller d'un impact sur quelques personnes à un impact sur plusieurs millions de personnes. Quand on est en Afrique, par exemple, sur 1,2 milliard d'habitants, la moitié n'a pas accès à l'électricité. Ça veut dire que la moitié, 600 millions de personnes, sont dans le noir, n'ont pas accès à l'informatique, n'ont pas accès à des moyens digitaux pour apprendre, etc. Donc, nous avons un monde à deux vitesses. Et donc, l'innovation sociale est là pour justement, par des approches entrepreneuriales, trouver des solutions à des challenges sociaux importants. Là, c'est une longue histoire. Une longue histoire, par hasard déjà. C'est une rencontre fortuite. Quand j'étais directeur général de l'Office national des pêches, un de mes chargés de mission avait pris la décision d'inscrire, de mettre l'ONP parmi les membres du conseil d'administration d'Enactus. À l'époque, ça s'appelait SAIF. Donc Enactus s'appelait SAIF, Student in Free Enterprise. Et ce n'est qu'en 2014 qu'on a changé le nom à Enactus, mais c'est la même organisation. Donc l'ONP a rejoint SAIF à l'époque, et celui qui me représentait, c'était le chargé de mission. Donc j'étais de loin, je suivais de très loin, j'avais très peu de temps. En fait, c'était juste une excuse. Dans la réalité, on peut trouver le temps pour apporter quelque chose à ce pays, pour apporter quelque chose à ses concitoyens, etc. Et par hasard, un jour, il m'a dit « il faut que tu ailles pour voir ». Donc je suis parti au conseil d'administration. Donc mon premier contact avec SAIF et Enactus, c'était à travers les membres du conseil d'administration. Et par hasard, ce jour-là, il y avait une décision de nommer un nouveau président. Et par hasard, on me demande « est-ce que tu veux ?» J'ai regardé en disant « pourquoi pas, c'est un honneur que vous me faites, mais je n'ai pas le temps pour m'y consacrer ». Et c'était en 2009. Et donc ça fait pratiquement 13 ans que je suis président d'Enactus. Il y a des fois où j'avais envie de partir, mais le travail était inachevé. Donc l'idée, c'est de rester encore plus pour faire encore plus, sachant que je suis remplaçable et que l'idée, c'est de mettre à disposition un outil au service du Maroc pour justement être capable de trouver des solutions pour l'avenir de nos jeunes et pour l'avenir de notre pays. À partir de 2010, j'ai quitté l'ONP et donc je me suis posé les questions, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Moi, par
mon profil, je dirais, est un profil d'ingénieur, mais entrepreneur. Je suis très entrepreneur. Et donc, il y avait ce côté entrepreneur donc, que j'ai développé pour moi-même, pour développer mes propres affaires, mais il y avait aussi l'autre côté qui était le côté associatif qui m'apportait énormément. En regardant les jeunes, trouver des solutions pour les communautés et non pas juste pour eux, mais pour le bien d'un pays, pour le bien... on était en train de former des générations de futurs leaders qui seraient capables justement de changer le Maroc. Et on a besoin de ça, on a besoin de leaders et de managers, de dirigeants qui soient socialement responsables dans leur façon de réfléchir. Il peut être socialement responsable en essayant de résoudre des problématiques sociales pour le pays et donc créer une entreprise qu'on appellerait sociale, mais je n'aime pas ce mot parce que les gens pensent que entreprise sociale parfois veut dire charité, une association pour la charité. Or, une entreprise sociale, c'est ce que j'appellerais aujourd'hui, et c'est le terme que j'utilise de plus en plus, et d'autres aussi l'utilisent, c'est une entreprise à fort impact. L'impact est important. Il ne s'agit pas de créer pour créer, il s'agit de créer pour réellement résoudre des problèmes. Partons déjà du diagnostic. Lorsqu'on prend l'Afrique, où il y a plein de problèmes sociaux, de challenges sociaux, certains pays africains sont déjà très bien avancés parce qu'ils ont compris que l'écosystème entrepreneurial, et plus particulièrement l'écosystème entrepreneurial social, est capable de résoudre beaucoup de problèmes que ni le pays, ni la société civile, ni les entreprises ne peuvent résoudre. Et donc l'entrepreneur social a un rôle important. Il relie justement les trois grandes parties prenantes, le gouvernement, le privé et la société civile. Il est ce lien. Lui va réfléchir à un modèle pour résoudre une problématique spécifique. Par exemple, l'électricité, il va trouver un modèle. Cet entrepreneur social va essayer, c'est le ciment, c'est le cœur même de cette trilogie de la performance, de ce modèle économique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui le train de la technologie est en train d'avancer à grands pas et que si le Maroc n'avance pas rapidement, il risque de perdre énormément. Autant on est performant sur l'industrie dans sa généralité, sur les propositions de valeur au niveau des investisseurs internationaux, autant en R&D, nous sommes encore loin. On a pris conscience et donc cet écosystème a besoin d'être renforcé. Mon positionnement depuis 2010 a été de voir comment je peux me faire plaisir tout en servant notre cause, à savoir le développement de notre pays. Donc, comment je peux, à travers mon expérience passée et mon expérience actuelle d'entrepreneur, accompagner des entrepreneurs sociaux à Enactus, mais également suivre l'évolution des plus grandes réussites ou carrément les recherches au niveau académique pour pouvoir faire le lien. Et moi, j'arrive au niveau académique avec mes gros souliers, mes gros sabots, en disant « oui, mais il me faut quelque chose de pratique. Je ne veux pas être dans des articles, je dirais, très théoriques qui peuvent apporter quelque chose, mais n'apportent pas pour un pays comme le nôtre ce point qui est important pour le développement du Maroc. » Et donc j'arrive avec une expérience, j'arrive avec de l'associatif et je dis au monde académique, voilà ce que je peux apporter. Et donc on est sur des logiques où nous sommes en train de mettre en place. Par exemple, parmi les choses qu'on a essayé de mettre en place dans l'académique, c'est de mettre en place un incubateur académique pour qu'on puisse suivre les jeunes qui ont des idées dès le départ, sans être dans Enactus. Ils n'ont pas besoin d'être dans Enactus pour faire ça. Et donc, le rôle, et c'est là où on a commencé à parler du rôle de l'université, etc. Donc, le Maroc est en balbutiement. Je pense qu'on est sur une bonne voie, mais il faut qu'on accélère.
faut qu'on accélère et il faut qu'on fasse confiance et qu'on soutienne ces initiatives au niveau des universités, etc. Alors, l'université aujourd'hui, si vous allez par exemple à l'université Qadi Iyad à Marrakech, elle a énormément de brevets, énormément. Mais est-ce que ces brevets-là sont passés au niveau industriel? Non. D'accord? Maintenant, ça, c'est l'entrepreneuriat de manière générale, la R&D de manière générale. Mais c'est la même chose pour l'innovation sociale et la R&D au niveau du social et ce qu'on peut faire au niveau de l'université pour accompagner justement ces entrepreneurs sociaux dont on a besoin. Alors, pourquoi je n'utilise plus le terme entrepreneur social, ni entreprise sociale, ni entrepreneuriat social? Je préfère utiliser entrepreneuriat à fort impact. Il y a plusieurs écoles, mais disons que pour simplifier, il y a 6 piliers. Il y a d'abord l'action du gouvernement en tant que régulateur, donc on attend de lui à ce qu'il fasse quelque chose. On a la partie financement. L'État fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup d'éléments, parce que lorsqu'on veut scaler, l'État n'a fait que quelque chose au début. Maintenant, on cherche à scaler, donc on cherche à accompagner également ce qu'on appelle les venture capitalistes, etc. Donc les ramener, donc favoriser ce financement. Le troisième, c'est la culture. Il y a beaucoup de choses à faire. Les parents seront les premiers ennemis de l'entrepreneuriat. D'accord? Parce qu'ils vont dire à leurs enfants, n'y allez pas, allez chercher un travail précis. Vous avez le quatrième, c'est les structures d'accompagnement. Aujourd'hui, nous devons, et d'ailleurs je milite, je travaille aussi dans ça, je suis membre du conseil d'administration de MSEC. MSEC, c'est la fédération de tous les incubateurs au Maroc. On est une vingtaine d'incubateurs et il nous faut encore plus. C'est-à-dire le Maroc. Mais on a besoin d'accompagnement. Un incubateur, il ne peut pas juste accompagner sans avoir des ressources pour accompagner. Donc ça, c'est aussi important. Et vous avez l'éducation. Donc c'est les universités. Tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau de l'université, au niveau de la R&D, au niveau des universités, et faire le lien entre R&D et industrie est très important. Et le dernier pilier, c'est l'entreprise. L'entreprise doit faire confiance à ces startups. Ils doivent être les premiers à acheter chez eux. Si on n'encourage pas l'achat chez les startups, ben jamais les startups vont avancer. On dira toujours, oui, il y a quelqu'un qui fait le même service, au lieu de prendre une startup marocaine, il y a quelqu'un qui le fait en France ou aux États-Unis, on achète directement chez lui, c'est sûr. Non, ce n'est pas comme ça qu'on avance un pays. Un pays a besoin d'un écosystème fort. Et c'est ça l'écosystème. D'accord? Donc, qu'il soit social ou pas social, on s'en fout. C'est l'écosystème entrepreneurial. Il a besoin d'être renforcé à tous les niveaux. Deux niveaux que j'ai cités tout à l'heure, ou je dirais 3 qui sont importants, ils sont tous importants. Disons que l'État doit aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, l'État n'est pas sur... c'est-à-dire vous n'avez pas un interlocuteur unique au niveau de l'État. Il y en a plusieurs. Je ne veux pas les citer, mais il y en a plusieurs. Et donc cette unicité de référence, de référencement est important pour un start-upper qui commence, etc. Le financement, il y a des choses intéressantes et je pense que d'autres choses vont venir. Je pense que le problème n'est pas le financement au départ, c'est beaucoup plus ramener des venture capitalistes qui soient capables d'investir au cycle de vie les plus importants. Les 2 premiers cycles de vie, on a trouvé des moyens. Innovinvest a mis de l'argent. L'État est en train de lancer des choses avec Intelaqa, puis après on parle de Força, on parle de beaucoup de choses. Donc il y a du balbutiement, mais ce qu'il faut maintenant, c'est se focaliser sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat basé sur l'innovation. En anglais, c'est le Social Innovation Driven Entrepreneurship. Donc on doit se baser sur ça, au lieu de se baser juste sur ce que les Américains appelleraient le SME type of entrepreneurship. SME, c'est des PME.
Donc, créer des petites structures, accompagner des coopératives, tout ça c'est bien, mais je veux dire, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème du Maroc. On a besoin de se positionner. Moi, j'ai déjà cassé cette idée-là en travaillant sur Enactus. Alors, par exemple, prenons le cas d'Enactus. Le cas d'Enactus, quand je suis arrivé, c'était 2 personnes qui travaillaient, d'accord, avec des revenus autour de 1 million de dirhams, d'accord, sur l'année, basés essentiellement sur du sponsoring. Et j'ai trouvé que, on ne pouvait pas faire de l'échelle, c'est-à-dire toucher plus d'étudiants, plus de communautés, d'accord. 2, l'argent qu'on tirait du sponsoring était un argent où je devais, en tant qu'Enactus, être en compétition avec toutes les associations. Et il y en a des milliers d'associations. Et donc, une association qui fait de la charité, moi je suis avec elle en train de prendre de l'argent. Et c'est là où on a changé de business model. On a dit notre association ne doit pas être une association de sponsoring qui se base dans le financement. Et c'est là où on est passé au service. En passant en service, aujourd'hui, après pratiquement, on est en 2000, moi c'était 2009, on a changé de modèle en 2012-2013, et de 2013 à maintenant, disons 10 ans. Au bout de 10 ans, on est passé de 1 million, 1,2 à 12 millions de dirhams. D'accord? Donc c'est un scaling au niveau de l'association. Donc ce scaling-là, on a besoin aussi de le montrer pour les entrepreneurs sociaux. Eux-mêmes, à fort impact, quand ils ont une entreprise, le but, ce n'est pas de dire « oui, j'ai créé une entreprise qui est en train d'accompagner des femmes, c'est dans un petit village où on a 20 femmes qui sont passées de temps à temps ». Ça, c'est un modèle. Mais comment prendre ce modèle-là et le multiplier par 1 million? D'accord, on touche 1000, ben, il faut toucher 1 million. Comment on peut arriver à ça? Quel modèle? Et donc c'est là où il y a autant d'opportunités que de richesses. La recette, c'est de l'engagement déjà. Si vous n'êtes pas engagé, si vous le faites pour montrer que vous faites, non, ça ne marche pas. On est passé par des moments très difficiles. Moi, je suis un optimiste, donc je vous ai donné où on a commencé, où on a terminé. Mais je veux dire, ce n'est pas une ligne droite parfaite, hein. C'est avec des bas, des hauts, des bas, des hauts. Il y a des moments. Aujourd'hui, on est une trentaine de personnes, et même plus, qui travaillent. Ils gagnent leur vie et leur salaire est compétitif avec le marché de l'emploi. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, tu sors de l'école, tu auras autant à l'école, autant dans le privé que dans l'associatif. Pour y arriver, il faut de l'engagement. Il faut être capable d'aller chercher de l'argent parce que l'argent existe. Il est là, mais il n'est pas là pour les gens qui ne foutent rien. Il est là pour les gens qui se battent, etc. On s'est fait accompagner, par exemple, au niveau du conseil d'administration. Dans le conseil, on a plusieurs membres du conseil qui sont engagés, qui nous aident également. Parmi eux, on a McKinsey qui nous a accompagnés dans la stratégie. Donc on a mis une stratégie à l'horizon 2025. On se dit, donc la réussite, c'est aussi de la visibilité. C'est-à-dire donner de la visibilité aux investisseurs, mais également aux gens qui sont à l'intérieur de la boîte. C'est chercher des moyens de travailler en partenariat avec les membres du conseil d'administration. Et nous en avons beaucoup et qui travaillent avec nous avec beaucoup de cœur. Hein. Je veux dire, ils prennent de leur temps pour donner, donc ils prennent de leur expérience, de leur temps pour avancer. Nous avons plusieurs membres, et parmi lesquels vraiment des entreprises très engagées. Et de manière générale, il faut qu'on prenne conscience, tout le monde, à tous les niveaux, et chacun peut faire quelque chose à son niveau. Nous, quand on forme par exemple des jeunes à l'entrepreneuriat, c'est pour en faire des leaders
capable de changer la face du pays. Et même aller plus loin que le pays, aller jusqu'à l'Afrique, etc. Donc on a besoin de former des dirigeants qui soient, des futurs dirigeants qui soient socialement responsables, éthiques et également entrepreneuriaux. C'est-à-dire quelqu'un qui va chercher à résoudre des problèmes au lieu de venir et dire « j'ai ce problème ». Non, tu peux faire partie de ça. Donc c'est ça qu'on enseigne à nos jeunes. Donc soit ils deviennent entrepreneurs, soit ils deviennent des intrapreneurs à l'intérieur de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est une façon de former, d'ailleurs les gens chez nous, les entreprises, quand elles voient dans un CV Enactus, ça fait tilt. On leur pose les bonnes questions, on essaie de comprendre pourquoi, et qu'est-ce qui les motive. Et c'est ça qui fera la différence avec d'autres personnes qui ne font rien, ils n'ont pris que des cours. D'accord ? La vie n'est pas une succession de cours. Aujourd'hui, on remet en question beaucoup de ce qu'on a appris. Et le modèle du learning by doing, donc on apprend en faisant les choses, en touchant, c'est le modèle d'Enactus. On dit, il faut, au lieu de leur dire devenez des dirigeants responsables, ils le font eux-mêmes. Donc ça devient au quotidien des choses importantes. Donc ils le font. Donc ça c'est pour la vision entrepreneuriale, pour les étudiants, etc. Maintenant, pour les grands décideurs, il faut renforcer l'écosystème. C'est ça ce qu'on a appris aujourd'hui. Nous, on a été les premiers dans cet écosystème. D'accord ? Il y a 20 ans. On va fêter en 2023 30 ans. 20 ans. D'accord ? 20 ans. Il n'y a pas d'association qui a autant d'existence au niveau du Maroc. Je parle de l'entrepreneuriat. Donc on est parmi les premiers, sinon parmi les premiers. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses changent. Il faut qu'on donne encore plus de visibilité. Il ne faut pas se dire oui c'est bien, on a donné des choses. Non, il faut être plus ambitieux en regardant ce qui se passe en Afrique anglophone. D'accord ? Et aussi en regardant ce qui se passe en Europe et aux États-Unis et même en Asie. Il y a beaucoup de choses. L'Inde est très avancée à ce niveau-là. Ils trouvent des solutions, etc. Donc l'entrepreneuriat à fort impact est là justement pour aider. Et on tire la sonnette d'alarme, c'est qu'aujourd'hui, le modèle économique qui va servir et le pays, mais également l'Afrique et également la planète, c'est un modèle, on est sur la 6e vague, cette 6e vague schumpeterienne, de création destructive, c'est une vague qui va vite passer. Et aujourd'hui, elle est basée sur le développement durable, c'est-à-dire la green economy, et elle est basée sur l'industrie 4.0, mais à condition qu'elle soit au service de la résolution des problèmes. Donc la 4.0 est bien, il faut qu'on s'y met pour scaler, pour changer parce qu'on ne peut pas avoir un développement planétaire, je parle de la planète, également africain et marocain, on ne peut l'avoir que si on arrive à concilier les 3 modes de développement économique, social et environnemental. Il faut que notre développement soit inclusif. C'est d'ailleurs une des recommandations du modèle de développement marocain qui a été proposé. Donc, social est très important pour assurer cette cohésion, pour ne pas laisser les gens derrière. Environnemental est très important. Le Maroc d'aujourd'hui, au niveau environnemental, laisse à désirer sur certains endroits. Et donc c'est le moment de se prendre en charge. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il faut scaler, il faut qu'on soit capable de... Tout ce qui marche, on le duplique ailleurs. Tout ce qui marche doit être dupliqué. Donc tout le monde doit être, que ce soit en région, que ce soit au niveau du pays, de la capitale, qu'on soit dans la capitale économique, il faut qu'on change de modèle. Et la seule solution pour nous, c'est de se mettre sur l'entrepreneuriat qui est à fort impact et qui est, je veux dire, c'est pas de la charité, c'est du business, mais du business avec une mission. La mission, c'est de résoudre des problèmes sociaux.